Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler matière organique des sols. Je vous apprends rien, c'est vraiment un sujet extrêmement important pour nos cultures. Matière organique libre, matière organique liée, stable, labile. On n'y comprend plus rien. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir une vidéo avec Xavier Salducci, le fondateur du laboratoire Celesta Lab. Et on remercie Sky Agriculture qui nous a autorisé à remettre en ligne leurs vidéos. Merci à eux. Donc, bonjour tout le monde. Merci au groupe Burel et à David Guy de l'invitation pour présenter un petit peu ce que l'on fait chez Celesta Lab depuis une trentaine d'années. Je vais donc parler du thème de la matière organique et vous expliquer, essayer de vous démontrer qu'il est important de comprendre un petit peu cette matière organique, de disséquer cette matière organique pour mieux comprendre comment fonctionne le sol. Donc j'ai l'honneur de démarrer un petit peu cette session de présentation. Par rapport au thème de la journée, qui est le sol, l'énergie et la santé, la matière organique se situe clairement en amont dans le lien entre le sol et l'énergie. Et puis en fait, il va falloir un petit peu comprendre un petit peu comment cette dynamique de matière organique fonctionne au niveau du sol. Donc, à peu près pendant 40 minutes, je vais vous montrer un petit peu comment on peut apprécier le fonctionnement organique du sol à travers cette dynamique organique et biologique des sols. Donc, je m'appelle Xavier Salducci, je suis le fondateur et responsable de la société Celesta Lab. On est basé à Montpellier. Alors, j'ai commencé par présenter rapidement un petit peu Celesta Lab. Alors, Celesta Lab, à l'origine, c'est un laboratoire. Globalement, on a élargi un petit peu notre thème de l'analyse du diagnostic des sols pour essayer d'offrir une approche la plus large possible auprès des agriculteurs, auprès des conseillers, pour diagnostiquer les sols. Comme son nom l'indique, donc il y a une partie laboratoire, on est une quinzaine de personnes. La spécificité quand même du laboratoire, c'est de travailler depuis une trentaine d'années sur des indicateurs organiques et biologiques. Donc on a proposé depuis une trentaine d'années des outils pour caractériser le fonctionnement organique et biologique des sols. On caractérise beaucoup aussi les matières organiques entrantes, les composts, les fumiers. On travaille beaucoup sur cette matière organique entrante, sur la qualification. Donc ça, c'est une partie de notre métier. Produire des analyses, produire des chiffres, c'est très bien, mais ce qui vous intéresse, vous, en fait, c'est traduire ça en action. Donc, au niveau de la structure, on a 5 agronomes qui vont transformer, entre guillemets, les chiffres, les données en action, en préconisation, parce que c'est ça qui va, en fait, finalement, être intéressant pour l'agriculteur, pour son conseiller, c'est qu'est-ce que je dois faire. Donc, on a un pool conseil personnalisé, qui va permettre de traduire un petit peu tout ça. Comme on a accumulé quand même pas mal d'expertise, de connaissances au niveau du sol, du fonctionnement organique, biologique des sols, on a développé aussi un pool de formation. Donc on est Calliope, on intervient dans le domaine de la formation depuis aussi pas mal de temps, autour des thèmes du pilotage de la fertilité biologique, organique, du diagnostic des sols. Et puis enfin, je viens du monde de la recherche, donc j'ai toujours aimé un petit peu les moutons à 5 pattes, les questions un petit peu tordues. Donc on maintient un petit peu au niveau de la société des études à façon qui peuvent aller aussi bien de tests sur plantes, autour par exemple de la biodisponibilité du phosphore, de problèmes de phytotoxicité, donc des choses assez un petit peu pointues au niveau du laboratoire. Et puis on peut étendre ça au niveau du champ en accompagnant des structures pour positionner des essais, pour essayer de toujours autour du sol, de la relation sol-plante et fonctionnement biologique. Donc, pour essayer d'accompagner un petit peu des structures, pour creuser un petit peu des thèmes délicats, toujours par rapport à cette boîte noire. Comme on travaille depuis à peu près 30 ans sur les mêmes outils, ça nous a permis d'acquérir à peu près une base de données entre 70 000, 100 000 données, 100 000 références d'indicateurs organiques, biologiques au niveau national, même un petit peu au-delà des frontières. Et ce qui permet en fait, tout ça, ça nous permet de créer un référentiel, de positionner les valeurs. C'est bien beau de faire des mesures, mais il faut absolument les positionner dans un référentiel. Et on a un référentiel qui peut être au niveau national, au niveau local s'il faut, ça nous amène de la précision. Donc au niveau du programme, je vais essayer de revenir,
je vais vous parler encore de la matière organique, mais essayer de vous faire comprendre que cette matière organique, elle est diversifiée. Diversifiée en termes de nature, mais diversifiée surtout en termes de fonction. Et que maintenant, on a des approches fonctionnelles au niveau du sol pour caractériser des qualités de matière organique qui portent des fonctions différentes. Je vais vous expliquer rapidement comment on dissèque la matière organique du sol, mais au travers du comment, je pense que vous allez comprendre pourquoi on s'intéresse assez finement à cette matière organique et pourquoi on va vers des outils assez pointus pour disséquer cette matière organique. Dans un troisième volet, je vais essayer de vous donner des exemples un petit peu d'application de ces indicateurs organiques biologiques, à quoi ça sert, et on verra un petit peu sur des choses à la fois analytiques et puis pour finir sur une approche un petit peu globale, un petit peu systémique au niveau d'une parcelle, qui veut de balayer un petit peu les indicateurs et voir comment ils peuvent éclairer un petit peu à la fois le fonctionnement du sol, mais surtout en amont les pratiques culturales, le lien qu'il y a entre les pratiques culturales, le sol et le fonctionnement organique biologique. Voilà, ça sera l'heure de conclure. Donc, pour démarrer, la matière organique du sol, une grande diversité de nature et de fonctions. Pour parler des fonctions, en fait, alors à quoi sert la matière organique? Ça sert à beaucoup de choses, la matière organique, mais j'aime bien, avant de répondre à cette question, à quoi sert la matière organique, j'aime bien revenir aux origines de la matière organique. Qu'est-ce que la matière organique et surtout où est produite la matière organique? Et la matière organique, en fait, vous le savez, elle est produite par la plante à travers une réaction qui est quand même assez fabuleuse, c'est la photosynthèse. Donc en fait, la photosynthèse, pour la résumer assez simplement, c'est une réaction qui se passe au niveau de la plante, au niveau du chloroplaste, et qui permet de fixer l'énergie solaire, ici, va être fixée en fait et transformée en énergie biochimique et stockée dans le sucre ici. Donc dans le sucre, dans le glucose que l'on a, dans les liaisons carbone-carbone, on a en fait l'énergie solaire qui est stockée dans les liaisons carbone-carbone. Cette matière organique, en fait, alors quand on parle d'énergie, puisque c'est une partie du thème de la journée, quand on parle d'énergie, l'énergie c'est quelque chose qu'on peut quantifier, qu'on peut mesurer. Alors on peut parler, quand on parle d'énergie, on peut parler de kilojoules, on peut parler de kilowatts, et puis j'aime bien parler de fuel, puisque le fuel c'est quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez. Et donc pour donner des ordres de grandeur, vous avez sur la gauche, donc c'est des chiffres qu'on trouve sur l'ADEME, sur le site de l'ADEME, vous avez en gros une tonne de paille, une tonne de couvert, c'est l'équivalent aussi d'une tonne de couvert. Donc en gros, une tonne de matière organique, c'est l'équivalent de plus de 400 litres de fuel. Donc lorsque vous ramenez de la paille, lorsque vous restituez de la matière organique, vous avez à peu près 400 litres de fuel, 4000 kWh. Si on transfère ça au niveau d'une culture du blé, un blé à peu près à 60 quintaux, un blé, ça produit à peu près à 60 quintaux, à peu près 10 tonnes de matière organique en dehors des grains. C'est-à-dire entre les exudats racinaires, les racines, la paille, la menu-paille, etc., le blé est capable, entre guillemets, de produire 10 tonnes de matière organique, ce qui fait plus de 4000 litres de fuel à l'hectare. Je pense que là, vous me voyez venir. Quand on vous parle de fuel, 4000 litres, vous êtes agriculteur, vous avez du matériel, avec ça, vous faites beaucoup de boulot. Et au niveau du sol, ça marche exactement pareil qu'un tracteur, c'est-à-dire que cette énergie que vous allez restituer au sol, et ça, il faut absolument restituer de l'énergie au sol, ça va permettre de transformer le sol, ça va permettre d'activer le sol. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on restitue cette matière organique? Il va se passer beaucoup de choses, et juste une petite parenthèse, c'est que l'énergie qui est dans la matière organique, au niveau du sol, elle va être récupérée par la vie du sol par un processus qui est assez simple et qui est exactement l'inverse de la photosynthèse, c'est la respiration. Donc la vie du sol, pour récupérer l'énergie qui est dans la matière organique, va l'oxyder, va la brûler, c'est la respiration. Et je vous montre ça, c'est que lorsqu'on mesure le dégagement de CO2 d'un sol, plus un sol dégage du CO2, plus il est actif. Donc à la fois, il est le plus actif, mais quand on regarde aussi la respiration d'un sol, on a accès aux réserves d'énergie qu'il y a dans ce sol sur le court terme. Donc ça veut dire que dans les laboratoires, on s'amuse à mesurer la respiration d'un sol dans des conditions standards pour avoir accès à cette réserve d'énergie labile. Et cette réserve d'énergie, elle va nous intéresser beaucoup parce qu'elle va permettre de transformer le sol. La première transformation que je vais vous présenter, et pour moi qui est très importante, un sol, ça doit être poreux.
On doit avoir de la porosité dans un sol. Et en fait, cette porosité, elle est liée en grande partie à l'activité faunique. Et l'activité faunique est représentée ici par en fait la porosité. Ça, c'est les cavités des vers de terre. Ici, on a les lombrics qui vont se bouger en fait verticalement. Vous avez aussi des porosités horizontales. En fait, il faut avoir en tête que le lombric, quand il bouge, c'est pour aller chercher sa nourriture en surface. Et grâce à sa nourriture, il va créer de la porosité. Il va créer une continuité donc entre la surface et la profondeur. Donc cette porosité va nous permettre une circulation de l'eau, de l'air, accessoirement, mais pas des moindres, des racines. Les racines, c'est très feignant. Ça passe partout, il y a de la porosité. Donc ça va permettre aux racines de prospecter. Et en fait, grâce à cette énergie apportée par la matière organique, on va obtenir, et je vous le souhaite, ça, c'est bien un sol poreux. Un sol, ça doit être poreux. On doit avoir des porosités de toutes les tailles. Donc ça, c'est la première action que je mets en avant, liée à l'apport d'énergie dans un sol, à la transformation de cette matière organique en mouvement, en bioturbation, et la création de porosité. La porosité, c'est très bien, mais une porosité, c'est fragile. Une porosité, ça se bouche. Si on a une manque de structure, dès qu'il pleut, on va les sols qui vont se boucher, qui vont se colmater. Donc, il va falloir, dans un deuxième temps, créer de la structure, créer de l'agrégation pour pouvoir avoir des porosités solides qui ne se rebougent pas au moindre mouvement. Et donc, en fait, ça, c'est une autre propriété qui est liée à la matière organique, surtout à la transformation de la matière organique. C'est la création de cohésion, d'agrégation. Et donc, pour vous amener dans l'invisible aussi, les organismes qui sont très impliqués dans la cohésion, dans l'agrégation, c'est des bactéries. Et en fait, ici, vous avez ce que vous... Hop là, c'est un petit peu trop gros pour mon doigt. Ici, ce que l'on voit, c'est une bactérie en division. Donc ici, vous aviez une première bactérie qui s'est multipliée. Vous avez deux bactéries. Et vous voyez, en blanc, c'est un polysaccharide. Polysaccharide, c'est une colle microbienne. Donc les bactéries, en se multipliant, créent une colle microbienne. Et cette colle microbienne, en fait, ça permet d'agréger. Ici, vous avez une particule d'argile. Ici, vous avez un petit peu d'autres matières organiques. Et en fait, cette matière organique, cette vie du sol a permis de créer un agrégat. Ici, ça fait 5 microns. Ici, vous avez plusieurs agrégats. Dans ce pouilly, vous avez plein de petits agrégats. Et en fait, l'agrégation va se créer à cette échelle-là, à l'échelle du 5 micromètres, à l'échelle des bactéries. Et en fait, tout ça, c'est lié à l'apport de matière organique, plutôt de la matière organique fraîche, qui stimule la vie du sol, qui stimule un petit peu ce process microbien qui est produit des colloïdes microbiens qui collent tout ça. Et ça va très très vite. Ce qui est intéressant, parce que c'est vrai, quand on parle d'agrégation, on pense souvent au complexe argilo-humique, des humus, etc. Ça, c'est bien, c'est très solide, mais il faut du temps. Ça, c'est très rapide à faire. Ça se fait très très vite à partir du moment où vous ramenez de la matière organique, un petit peu de chaleur, un petit peu d'humidité. Et puis, complémentaire aux actions des bactéries, il y a les champignons. Et les champignons, ils sont intéressants parce qu'ils vont être en taille au-dessus. Les champignons, ils vont évoluer dans la taille des centaines de micromètres, 200 micromètres. Alors, c'est le monde invisible. Ici, on est dans le quart de millimètre. Ça, c'est un grain de sable. Ça, c'est une boulette fécale. Et vous voyez, ça, c'est décidément. C'est un filament de champignons. Et en fait, ces champignons vont pouvoir empaqueter, entre guillemets, des grains de sable, empaqueter ici les boulettes fécales. Et ça donne une cohésion. Ça, c'est fragile. Mais lorsqu'on limite le travail du sol, et surtout les outils rotatifs, parce que les champignons sont très sensibles aux outils rotatifs. Si on limite les outils rotatifs, ça va pouvoir se développer et ça va nous donner une cohésion, y compris dans des sols limoneux, y compris dans des sols sableux. Ça nous amène une certaine cohésion. Et on va arriver au niveau du visible. Là, ici, c'est une photo prise à la loupe. Ici, ce n'est plus un mycélium, mais c'est des centaines de mycéliums, des cordons. Donc là, on a fait un cordon mycélien. Vous voyez, on est dans le visible. Ça, c'est des grains de sable aussi. Et donc, on arrive à avoir un petit peu cette, une espèce d'agrégation qui est carrément macroscopique. Et tout ça, c'est lié à cette dynamique organique, biologique. Vous voyez, il y a toujours un flux. Au final, les conséquences de tout ça vont être un sol avec une meilleure porosité, une meilleure assemblage, dans un premier temps. Là, on aura des sols qui vont être structurés, grumeleux. C'est ce qu'on recherche. Plus votre structure, elles sont rondes comme ça, plus c'est un signe d'une forte activité biologique. Et une fois de plus, cette activité biologique va être liée à votre flux de matière organique, à vos apports de matière organique. Les conséquences de tout ça, ça va être, en fait,
un sol qui va être poreux. Ici, on a un sol avec une porosité en continu, donc ça va être une très bonne porosité qui va permettre la circulation de l'air, circulation de l'eau, avec des zones qui vont infiltrer l'eau plus rapidement. Et les conséquences de tout ça, meilleure prospection racinaire, on aura un meilleur enracinement, meilleure prospection racinaire, et on en vient donc à des cultures qui vont être plus résilientes, plus résistantes, tout ça avec toujours un système un petit peu en continu, tout va être lié. Pour terminer un petit peu ces fonctions, un petit peu ces propriétés de la matière organique, j'ai gardé la dernière, c'est pas la moindre, mais ça vous l'avez en tête, c'est en fait le recyclage de la matière organique qui est lié à tout ça. Lorsque la matière organique se décompose, ici on a une racine en décomposition, la décomposition c'est la base derrière de la minéralisation, on va avoir une libération, une minéralisation de la matière organique, et la matière organique en fait liée au carbone, il y a de l'azote, du phosphore et du soufre. Lorsque vous décomposez la matière organique et surtout lorsqu'on la minéralise à travers les champignons et les bactéries, on aura des libérations d'azote, on aura libération du phosphore, libération du soufre. Et là, on aura la partie nutriments, c'est-à-dire nourriture dans un premier temps, on nourrit la vie du sol, et cette vie du sol active va pouvoir libérer des éléments. Donc tout ça, vous avez, alors j'ai pris un petit peu le temps de présenter un petit peu tout ça, ces propriétés-là, qui sont vraiment intriquées, liées les unes aux autres. Et le constat actuel, c'est que lorsqu'on veut diagnostiquer le fonctionnement organique d'un sol, organobiologique, qu'est-ce que vous avez comme outil? Vous avez en fait uniquement, entre guillemets, ce fameux rapport carbone sur azote. Vous faites une analyse de sol, et dans le meilleur des cas, je dis dans le meilleur des cas parce que le C sur N, généralement, il a été supprimé des analyses de sol, vous avez le rapport carbone sur azote qui est censé représenter un petit peu tout ce que je vous ai décrit là en amont, c'est-à-dire cette dynamique de matière organique, cette vie du sol. Alors, vous faites une analyse, vous avez des résultats de ce type, monsieur, madame, vous avez 2% de matière organique, alors c'est bien, c'est pas bien, et puis, le fonctionnement du sol, il va être ici. Voilà. Vous avez un C sur N de 8,7 et vous voyez qu'entre 8 et 12, RAS, tout va bien. Alors, je connais pas tous vos sols ici, tous les sols nationaux, mais il y a 9 chances sur 10 que vos parcelles ont un C sur N entre 8 et 12, c'est-à-dire qu'en gros, tout va bien. Et quand bien même, si vous êtes inférieur à 8 ou si vous êtes supérieur à 12, il y a simplement un constat, mais il n'y a pas d'action. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez faire? On n'en sait rien. C'est pas un diagnostic assez fin. Donc, le C sur N de votre parcelle, faites-le tous les 10 ans. Pourquoi pas? Ça suffit. Mais c'est pas du tout assez sensible pour pouvoir, apporter un diagnostic assez fin sur, entre guillemets, est-ce que votre sol fonctionne? Est-ce qu'il dysfonctionne? Et s'il dysfonctionne, pourquoi? C'est surtout le pourquoi qui va nous intéresser. Donc, au final, on a une vision généralement de la matière organique, on en parle au singulier. La matière organique, on a l'impression que c'est quelque chose d'homogène. On mesure la matière organique, on fait le C sur N de la matière organique, et puis voilà. Et donc, en fait, la matière organique, c'est pas du tout ça. La vision qu'il faut avoir, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que la matière organique, en fait, c'est un cycle. Tout est lié. Il y a de l'organique, il y a du biologique, c'est un cycle organobiologique. Vous avez ici vos restitutions de matière organique. Vous voyez que la matière organique fraîche va se transformer. On a des matières organiques transitoires, des matières organiques en cours de décomposition. En bout de chaîne, entre guillemets, on va avoir une matière organique stabilisée, ce qu'on appelle la matière organique humifiée, l'humus. Décidément. Et en cours de route, vous allez avoir une bonne partie de la matière organique sur les pailles. Vous avez quasiment 50-60% de la matière organique qui part sous forme de CO2. Et en fait, c'est pas du gaspillage, c'est que simplement, entre guillemets, là, on a, entre guillemets, la vie du sol a été stimulée, elle s'est multipliée, elle a produit de la biomasse, il y a tout un tas d'activités qui ont été déclenchées au niveau du sol, et cette matière organique, en fait, c'est trop petit, j'ai du mal avec mes doigts. En fait, cette matière organique, voilà, une grande partie va partir sous forme de CO2. Et puis derrière, on a dynamisé le sol, on a créé des chaînes trophiques plus ou moins complexes avec des consommateurs primaires, avec des consommateurs secondaires, voire tertiaires, toute une chaîne trophique. Et c'est toute une dynamique. Donc la matière organique, en fait, c'est pas du tout quelque chose d'homogène, c'est hétérogène, c'est pas quelque chose de statique, c'est toujours en mouvement, c'est toujours en train d'évoluer. Toutes les formes nous intéressent ici, et il faut de tout dans un sol pour pouvoir fonctionner. Donc en fait, fort de ce constat, vous voyez que là, on peut plus parler de C sur N, on peut plus parler de la matière organique, on a une grande diversité de matière organique,
Et ce constat, il a été fait dans les années 70. C'est très ancien déjà. Et donc, dans les années 70, les chercheurs ont abandonné des approches plutôt chimiques, c'est-à-dire on analyse la chimie du sol, on essaie de comprendre un petit peu ce qui se passe d'un point de vue chimique. On a abandonné ces approches-là pour avoir des approches, en fait, qu'on appelle compartimentales ou fonctionnelles. L'idée, c'était de disséquer, on va commencer à rentrer dans la matière organique, de disséquer la matière organique, non pas en termes de chimie, non pas en plus en termes de nature, mais en termes de compartiments fonctionnels. C'est-à-dire d'essayer d'associer, découper la matière organique en compartiments qui ont des fonctions équivalentes. Et donc, on va voir un petit peu maintenant comment on peut disséquer la matière organique et disséquer la matière organique en termes de fonction et non plus uniquement en termes de nature. Donc, si je reviens à mon graphique précédent, l'idéal, quand on a ça, quand on a ce cycle-là, l'idéal, en tout cas, moi, c'est un monde idéal, c'est un monde pas le vôtre, mais mon idéal, c'est de me dire, mais finalement, si on a des outils qui permettent de trier dans tout on va dire, dans ce fouillis, si on pouvait un petit peu découper la matière organique et de dire, bah voilà, on va rassembler en matière organique, on va dire, plus ou moins fraîche, plus ou moins décomposée, il y a des fonctions plutôt nutritives, une matière organique très stable, l'humus. Si parmi la matière organique totale, on peut sortir aussi un petit peu les êtres vivants, voilà, ça c'est ma petite bactérie, mon Pac-Man, ma biomasse microbienne, mon champignon, qui sont largement majoritaires dans les sols. Et puis si on peut découper aussi la matière organique, la bile, qui va partir très rapidement, qui est vraiment la partie énergétique de la matière organique, si on avait des outils pour faire ça, eh ben, on amènerait un meilleur éclairage en termes de fonctionnement de sol. Et ces outils, ils existent depuis une 50aine d'années. Et donc, nous, on les avait repris au niveau de la société il y a une 30aine d'années. Et donc, pour les reprendre un petit peu finement, ben voilà ce qu'on fait. C'est assez simple. En fait, dans un premier temps, on va séparer dans les matières organiques du sol le gros du petit. On va séparer en fonction de la taille, donc on va faire du tamisage. On tamise le sol, on tamise la terre fine plus exactement, et on va séparer la matière organique en matière organique grossière, en matière organique fine. Alors, ce que j'appelle grossier, on est au laboratoire, c'est ce qui est supérieur à 50 microns. Donc, c'est des matières organiques qui ont de la taille des sables, sable fin, sable grossier. Et là-dedans, on a ce qu'on appelle la matière organique libre, qui est encore, en fait, décidément, c'est une matière organique, en fait, grossière, qui est, là-dedans, on va avoir de la matière organique plutôt fraîche, en cours de dégradation, plutôt encore énergétique. Et on sépare cette matière organique d'une matière organique plus fine, de la taille des argiles et des limons, qu'on va appeler matière organique liée, parce que protégée par les matières organiques, par les particules fines. Voilà un petit peu, quand on regarde à la loupe à quoi ça représente. Ici, vous avez une matière organique, donc dans la matière organique libre, on a une matière organique qui est essentiellement végétale. Ça, c'est un poil racinaire, c'est des débris de feuilles. Ah, j'y arrive pas. C'est des débris de feuilles. Donc là, on a une matière organique qui est essentiellement végétale, qui est assez proche du végétal, donc de vos restitutions de matière organique fraîche. Et vous avez ici, dans la fraction liée, attention, dans la fraction liée ici, vous avez la majorité de la matière organique qui se trouve ici, mais là, en fait, on voit plus rien. On a une espèce de colloïde, on a quelques particules en intégration, et là, on a une matière organique qui est protégée par les argiles et les limons fins. On a une matière organique, en fait, colloïdale, voilà, qui va servir un petit peu, qui est très stable, très protégée. Ça, c'est la première étape de la dissection de la matière organique. La deuxième étape, ça va être de distinguer dans la matière organique totale du sol la partie vivante de la partie morte. Donc, c'est ce que j'ai illustré ici. La partie vivante, en fait, c'est ce qu'on appelle la biomasse microbienne. C'est essentiellement des bactéries et des champignons. Quantitativement, c'est même beaucoup des bactéries au niveau des sols agricoles, mais c'est bactéries et champignons. On va distinguer donc une partie un petit peu inerte, et on va faire ça par une méthode qui est aussi très ancienne. On va utiliser des vapeurs de chloroforme. Pour faire simple, le chloroforme va solubiliser les corps microbiens et on va récupérer les corps microbiens, on va doser du carbone microbien. Donc on est toujours dans du carbone. Maintenant, on va doser du carbone microbien pour déterminer ce compartiment vivant du sol. Et le dernier volet, ça va être de déterminer dans la matière organique totale ce qui est digestible, de pas digestible. La notion de digestibilité, c'est vraiment ce qui va partir à court terme, sur les quelques mois plein champ. Donc, en fait, la digestibilité, c'est de voir la fraction de matière organique qui va être consommée et qui va partir sous forme de CO2.
Et puis éventuellement, on va aussi associer, parce que ça vous intéresse beaucoup, la transformation de l'azote organique en azote minéral, donc en azote nitrique. Et pour ce faire, on n'a pas trop le choix. On va prendre le sol, on va le faire incuber dans des gros incubateurs. On va le mettre en fait dans ces petits pots là, et on va le mettre pendant 28 jours à 28 degrés. Et en fait, dans ce système-là, on accélère les phénomènes de minéralisation qui sont naturels. Et en gros, ce qu'on observe ici, c'est à peu près 4 à 5 mois, 6 mois plein champ. Et donc, on va pouvoir se projeter au champ en disant, voilà ce qui va se passer dans les prochains mois, et voir les réserves d'énergie ou les réserves en azote minéralisable qu'il y a dans le sol. Au final, à partir de ces outils, ça nous a permis de découper la matière organique en 4 grands compartiments. Vous avez donc le compartiment de hémolibre, la hémoliée, la biomasse microbienne et les compartiments de matière organique active, ce qu'on appelle la matière organique minéralisable, facilement minéralisable, carbone et azote minéralisable. Alors, tous ces compartiments sont en lien les uns avec les autres. On les a découpés, mais ils sont toujours en lien. Il faut avoir déjà en tête que la majorité de la matière organique va rentrer dans la fraction libre. Lorsque on va restituer de la matière organique, lorsque vous allez déchaumer vos pailles, lorsque vous allez ramener vos couverts, c'est de la matière organique fraîche, grossière, c'est des grands brins, et en gros, ça va rentrer dans cette matière organique libre ici. C'est des matières organiques donc très proches du végétal. Cette matière organique, elle est très facilement dégradable. C'est de la cellulose, de l'hémicellulose, et la biomasse microbienne va se jeter dessus et va, entre guillemets, vraiment la consommer, va se multiplier et va produire tout un tas d'activités de minéralisation, de transformation. Donc, on va suivre, nous, les très grandes liées au cycle du carbone et au cycle de l'azote. Cette biomasse microbienne va se multiplier si les conditions sont bonnes. Elle a de la nourriture, c'est là une bonne température et de la porosité. Elle va se multiplier. Et puis, elle va transformer cette matière organique libre. Elle va transformer cette matière organique libre en ce qu'on appelle des métabolites microbiens, ce qu'on appelle aussi la nécromasse. Et on s'aperçoit de plus en plus qu'en fait, ce qu'on appelle matière organique liée ou matière organique humifiée, c'est en grande partie issu de la biomasse microbienne. Si vous n'avez pas cette biomasse microbienne, votre matière organique va très peu ou très mal se transformer en matière organique liée. Pour dire les choses autrement, on sait maintenant que la matière organique humifiée, c'est à 50-60% d'origine microbienne. Donc c'est un tout, c'est lié. Vous avez de la matière végétale et ça va se transformer en matière organique humifiée grâce à cette biomasse microbienne. Et ça va pas s'arrêter là parce que la matière organique humifiée, c'est pas une matière organique inerte, c'est pas un morceau de plastique, c'est une matière organique qui va continuer à évoluer. Alors elle évolue beaucoup plus lentement que la matière organique libre, c'est 2-3 fois plus lentement. Mais elle va continuer à être consommée. Une partie de la biomasse microbienne est adaptée à ces matières organiques stabilisées, est capable d'aller la chercher et va continuer à la minéraliser. Et on a une espèce de cycle. Et ce cycle, il va falloir continuer à l'alimenter parce qu'évidemment, on a des fuites, entre guillemets, on a des parts sous forme de CO2. Et donc, en fait, il va falloir continuellement, ce que vous faites avec vos cultures, vos couverts, restituer de la matière organique libre pour dynamiser le sol. Et en fait, vous allez, entre guillemets, le rendre actif. Quand on parle d'activité, c'est tout ça qui fonctionne. Alors, cette biomasse microbienne, et ces compartiments, ce qui nous intéresse dans ces compartiments, c'est qu'ils n'ont pas, ce qu'on appelle, ils n'ont pas la même demi-vie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même âge moyen. Ils n'ont pas la même sensibilité, ils n'ont pas la même vitesse de renouvellement. Si on prend la fraction liée, la matière organique humifiée, c'est un turnover de plus de 50 ans, c'est un âge moyen de 50 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la matière organique liée, on regarde 50 ans en arrière. C'est-à-dire que quand on a un déficit de matière organique liée, c'est pas issu de 2-3 dernières années. C'est que vous avez amorcé quelque chose dans les 50 dernières années. Donc, ça nous permet de voir en arrière. Quand on va regarder la matière organique, libre, là, on va regarder sur des patents entre 0 et 15 ans en arrière. C'est pareil. Lorsqu'on a un déficit en matière organique libre, c'est pas les 2-3 dernières années qui sont responsables, et ça accumule sur les 3, 4, 5, 10 dernières années. Donc, on va pouvoir diagnostiquer ça. La biomasse microbienne, c'est un âge moyen, un turnover à peu près d'un an et demi. C'est-à-dire que potentiellement, si on fait une mesure aujourd'hui, qu'on modifie quelque chose, qu'on revient dans un an, la biomasse microbienne va s'adapter à ces nouvelles conditions. Si les nouvelles conditions sont meilleures, elle va grossir. Ça veut dire que vous êtes en train d'améliorer votre système.
Si vos nouvelles conditions sont moins bonnes, elles diminuent, donc vous avez un système qui va s'appauvrir, qui va moins bien fonctionner. Et puis quand on regarde la partie active, là on est sur des, entre guillemets, des prédictions de 4 à 6 mois, c'est qu'on va se projeter sur les 4 à 6 mois à venir. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour que mon système fonctionne dans les 4 à 6 prochains mois? Est-ce que j'ai de l'azote qui va être disponible pour la culture? C'est des mesures directes que l'on va pouvoir faire et ça va très très vite. Et donc du coup, en disséquant ces matières organiques, on a accès à des compartiments qui ont des âges différents et des sensibilités différentes. Et tout ça est en lien avec vos pratiques culturales. Mais ça va pas bouger à la même vitesse. Donc on va regarder le très ancien, on peut regarder le très rapide, intermédiaire, et tout ça va nous donner une vision déjà de plus en plus précise de ce qui se passe au niveau du terrain. Également, on parle beaucoup du capital carbone. Le capital carbone, il se trouve sur ces fractions liées et libres. Donc là, on a vraiment, alors la majorité, très concrètement, 95-98% de la matière organique se trouve dans ces deux compartiments. Mais je dirais que c'est comme les finances. La partie à droite, la biomasse microbienne et les activités, ça correspond au flux de carbone. Le flux de carbone, si on fait un parallèle avec la finance, c'est les intérêts. C'est très bien d'avoir un gros capital, c'est tout aussi bien d'avoir des intérêts importants. C'est ça qui est important. Et donc, en fait, si on veut valoriser un gros capital, il faut penser quand même à avoir du flux pour pouvoir dynamiser et valoriser ce capital. Avoir un gros capital sans flux, ben, ça ne sert pas à grand-chose. On aura en gros, c'est un bon état physique, mais ça sera quelque chose d'assez inerte, d'assez poussif. Donc il faut un équilibre entre les deux, et il faut dynamiser les deux. Alors, pour rentrer dans cette dernière partie, à quoi ça sert? J'essaie d'illustrer un petit peu des mesures de cette matière organique fine, de montrer un petit peu à quoi ça sert, à travers quelques exemples, et je vais partir sur quelque chose d'assez large au départ. On parle de carbone, on parle de stockage de carbone. Donc, si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du sol, ces paramètres organobiologiques sont dépendants de la physico-chimie du sol. Et dans la physico-chimie, il y a un paramètre qui est très important, c'est la texture. La texture va beaucoup influer sur le stockage du carbone et sur le fonctionnement biologique. Donc, je voulais illustrer un petit peu ça. Relation texture et stockage de la matière organique. Donc, vous avez une petite idée un petit peu de ce qui se passe. Alors, ça, c'est issu de notre base de données. J'ai pris il y a à peu près 1500 analyses. C'est de la grande culture. Tout est en grande culture. Tous des systèmes en grande culture. Et vous avez ici, en abscisse, vous avez des textures. On a regroupé les textures en 4 classes. Vous avez les très fines, c'est-à-dire les argiles lourdes. Elles sont à gauche. Tout à droite, vous avez le sol sableux. Et puis, vous avez les sols intermédiaires, les textures intermédiaires. Donc là, on est plutôt sur les argiles limoneuses. Là, on est sur des limons argileux. Voilà. Donc ça, c'est une représentation en box plot. Pour faire simple, on va se concentrer sur la médiane. Là, au milieu, c'est la médiane du groupe. Vous voyez, donc c'est des pourcentages. Là, on a en abscisse ici, on a en ordonnée ici, on a les pourcentages de matière organique. Donc, vous voyez très clairement que si on est sur un sol argileux, ben un sol argileux va stocker, sur des systèmes en grande culture, on stocke 2 fois plus que sur des sols sableux. Ça, c'est la première évidence, tout le monde le sait. Et donc, en fait, le stockage de la matière organique, il est lié à la présence d'argile. Ce qui est intéressant, c'est d'appliquer le fractionnement de la matière organique sur cette base de données. Donc, je vais séparer ma matière organique en libre et en lié. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, quand j'applique un petit peu mon fractionnement sur les mêmes données, voilà ce que vous avez. Donc, vous avez à gauche, ici, c'est la matière organique liée. Et vous voyez que l'évolution de la matière organique liée suit la matière organique totale. En fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la matière organique liée représentant 80 à 90% de la matière organique totale, par exemple sur les sols argileux, ben en fait, c'est la matière organique totale qui suit les variations de matière organique liée. Et donc, vous voyez que l'essentiel de la matière organique est stocké dans la matière organique liée. Puisque là, les variations de la matière organique liée suivent la matière organique totale. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la matière organique libre? Ça change. Vous voyez que la matière organique libre est complètement indépendante de la texture. Je vais vous le dire autrement, c'est-à-dire que, en fait, quand je discute avec les agriculteurs, ben, la teneur en matière organique totale de leur sol est grandement dépendante de la texture. Ça veut dire qu'on ne peut pas interpréter une valeur en matière organique si on n'a pas la texture. Par contre, vous voyez que la hémolibre,
elle, va être dépendante en fait des pratiques culturelles. En fait, l'agriculteur est responsable de son stock de hémolibres. C'est par sa rotation, par sa restitution, le non-labour, etc. Tout ça va influer sur la teneur. Et vous voyez que sur des sols sableux, on peut avoir la même teneur en matière organique libre que sur un sol très argileux. Par contre, on n'a pas le même stock. Donc, en fait, quand on parle de stock de carbone, et on parle beaucoup de stock de carbone, c'est très bien hein, pour l'aspect environnemental. Quand on s'intéresse à la vie du sol, le stock, il est important, mais la teneur en hémolibres nous intéresse, et ça, elle va être en lien avec vos pratiques, et ça bouge beaucoup plus vite. Hein. La hémolibre va bouger 4 à 5 fois plus vite que la hémototale, donc du coup, piloter, la hémototale, on suit la hémolibre, ça nous donne un indicateur un petit peu de ce qui va se passer. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fin. Deuxième exemple pour illustrer, on va rentrer sur la biomasse microbienne. Toujours, je vais rester sur la texture. Donc le graphique que je vous présente, on est toujours sur les mêmes sols, il y a à peu près 1500 sols de grande culture. Ça, c'est la biomasse microbienne. Donc la biomasse microbienne, c'est des milligrammes de carbone par kilogramme de sol. On est toujours sur du carbone, c'est du carbone vivant. Donc là, on est en milligrammes, on n'est plus en grammes, on n'est plus en pourcents, c'est des milligrammes. Et vous avez donc en abscisse, ici, vous avez les textures, toujours le très lourd à gauche, le très léger à droite, et vous voyez, pareil, la biomasse microbienne va dépendre de la texture. Oui, mais en fait, ça varie. C'est-à-dire que pour une texture donnée, on va quand même avoir des variations qui peuvent être du simple au double, du simple au triple, et ça, c'est lié aux pratiques culturales. Et c'est ça qui nous intéresse dans le diagnostic, c'est-à-dire toujours avoir la notion, je vous parlais de référentiel tout à l'heure, il faut avoir un référentiel en termes de texture, grande culture, texture, et là-dedans, on va commencer à regarder dans les sols sableux comment ça se passe, et on peut comparer comme ça les systèmes entre eux, les pratiques entre elles, et ça va nous aider. Alors toujours, pour aller un petit peu plus loin alors sur la biomasse microbienne, on va rentrer sur les liens entre biomasse microbienne et minéralisation. Ça, c'est des essais de longue durée. Les essais de longue durée, c'était au Danemark, c'est des essais de longue durée. Vous voyez, c'est un petit peu archaïque comme essai, c'est paille brûlée, paille incorporée. Les essais de ce type, c'est des essais analytiques. Alors d'un point de vue, en fait, on est très loin de ce qui se passe sur une parcelle agricole. On n'est pas du tout là, c'est quasiment de la monoculture de céréales. Mais du coup, ça permet de pousser un petit peu loin le système à fond et de regarder ce qui se passe. Vous voyez que le fait ici de brûler les pailles ou de laisser les pailles pendant 15 ans, les variations sur le stock de matière organique, ici, au final, c'est 9%. Donc le fait de laisser de la paille dans le sol, vous avez plus 9% de matière organique. C'est ridicule. 9%, vous allez me dire, 9%, dans les laboratoires de routine, c'est la limite de détection, de sensibilité qu'on a au niveau des analyses de routine. Quand on donne une valeur, on est à 10% près. Bon, en recherche, ils peuvent faire des répétitions, statistiquement, ils sortiront quelque chose de significatif. Pour moi, 10%, si vous avez deux parcelles qui ont 10% d'écart en matière organique, c'est la même chose. Quand on regarde au niveau de l'azote, c'est encore plus ridicule. Vous voyez qu'au niveau de l'azote, on a 5%, c'est 0,01%. Ce qui va être intéressant, c'est quand on passe sur le carbone microbien. Ici, c'est le carbone microbien. Et ça, c'est l'azote. C'est l'azote qui est stocké dans la biomasse microbienne. Vous voyez qu'au niveau du carbone microbien, on est à plus 37%. Là, on commence à avoir amplifié. Le fait de laisser les pailles, on améliore la biomasse microbienne de 37%. Et vous voyez qu'au niveau de l'azote, on a augmenté de 60% le stock d'azote organique dans cette biomasse microbienne. Ça, c'est le constat. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller jusqu'au bout et de regarder ce qui se passe en termes d'activité microbienne, de minéralisation. Et c'est ce qu'ont fait les chercheurs. Et là, ce que vous avez ici, c'est les résultats. Alors, c'est sur les deux stations, Staudiard, Ronave. Et ici, vous avez en ordonnée ici la quantité d'azote minéralisé en kilogrammes par hectare et par jour. Donc, c'est directement la fourniture d'azote pour les cultures. Et vous voyez qu'ici, le gain, entre guillemets, en termes de fourniture d'azote, il est de 40 à 60%. 40 à 60%, c'est à peu près les ordres de grandeur qu'on a d'azote stocké dans la biomasse microbienne. Et c'est pas innocent, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus que la fourniture d'azote annuelle est grandement liée aux variations de biomasse microbienne. Parce que la biomasse, en fait, il y a une partie de l'azote qui est dans la biomasse qui va être restituée aux cultures. On maîtrise pas tout, on sait pas trop comment ça se passe, mais elle va s'auto-consommer et libérer de l'azote. Et donc, c'est un compartiment labile de l'azote qui nous intéresse. Donc, faire grossir une biomasse,
Au-delà de faire plaisir à des gens comme moi, ça va vous faire plaisir aussi à vos cultures parce qu'à un moment donné, vous allez le récupérer. Et les transferts, lorsque vous enfouissez des couverts végétaux, etc., le transfert d'azote qui se fait d'une année sur l'autre, il se fait en grande partie par cette biomasse microbienne. Alors pour terminer et pour rentrer dans un système un petit peu plus complexe, donc là, c'est des mesures que l'on a faites. Je suis resté dans quelque chose un petit peu encore générique. Et on est sur, en fait, on est dans le pays de Caux. On est sur deux systèmes différenciés. Un système en culture industrielle, donc on a les mêmes types de sols. C'est vraiment le même type de sol parce que si on veut comparer les choses, il faut se placer dans le même type de sol. Donc c'est les limons plutôt profonds du pays de Caux. C'est des limons avec un système qui était en culture industrielle, donc pommes de terre, betteraves, lin. Avec un couvert à peu près tous les 5 ans. Le blé, en fait, c'était des échanges de parcelles. Donc, le blé, il y avait exportation des pailles. Donc, on était dans un système qui était très productif, très intensif, avec très peu de restitution de matière organique. Et en fait, la parcelle du dessous, c'est un système qui était en culture industrielle. Et l'agriculteur, en fait, a basculé dans un système qui était céréalier en gardant quand même le lin. Alors, si c'était un système en culture céréalière, en système, il est passé en non-labour jusqu'à du système en semi-direct. Il alterne non-labour, semi-direct. Et l'agriculteur, sa vocation, c'était vraiment de travailler sur les couverts. Donc, on était quasiment à 4 couverts tous les 5 ans. Et donc, on a fait des mesures d'indicateurs que je vous ai présentés de biomasse microbienne, matière organique liée. Et je vais vous comparer un petit peu les deux parcelles. Voilà les résultats. Donc là, je vous ai présenté. Donc ce mode de présentation permet de projeter tous les résultats. Alors comment on lit ça? Vous avez ici, en grisé, vous avez la matière organique totale. Vous avez sur la partie gauche, ce que je parlais tout à l'heure du capital carbone, vous avez la matière organique totale qui est divisée en matière organique liée et en matière organique libre. Donc si vous faites la somme des deux, libre plus lié, vous voyez, ça vous donne le chiffre de la matière organique totale. Et vous avez sur la droite la partie, là, le flux de carbone. Donc, vous avez la biomasse microbienne avec les activités de minéralisation du carbone. Donc, la matière, là, très, très labile. Et vous avez ici la minéralisation de l'azote. Donc, la partie d'azote organique qui va se transformer en azote minéral et qui va être disponible pour la culture. Chaud. Voilà. Alors, vous avez l'habitude d'avoir des chiffres et des seuils. Et les seuils sont représentés ici par les traits en pointillé. Vous avez le pointillé. Vous avez le pointillé ici, et vous avez ici le trait complet. En fait, pour avoir un sol normal d'un point de vue statistique, c'est-à-dire un sol qui a un fonctionnement normal d'un point de vue statistique, il faut que les parties en couleur soient entre les deux traits. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait le moins de blanc possible. Moins on a de blanc, plus le sol est équilibré. Plus il y a de blanc, plus le sol est déséquilibré. Là, très concrètement, on est dans un sol qui est très déséquilibré, qui est très cohérent parce qu'en fait, on a un manque de matière organique totale, manque de matière organique libre, et puis derrière, sur la droite, on a des activités, on a une biomasse qui est faible, carbone faible, azote faible, donc c'est quelque chose de cohérent. En fait, c'est pas un sol qui dysfonctionne, c'est un sol qui fonctionne avec les réserves qu'il a, avec le moyen qu'il a, donc il fonctionne bien, mais il a un très faible potentiel organique et biologique. Ce même type de sol, en fait, quand on le met dans un système céréalier pendant 10 ans, voilà ce qui se passe. Donc, regardez bien, fixez bien les petites boules. Vous voyez que ça s'est rempli. Et donc, en fait, le système céréalier, en limitant le travail du sol, en faisant des restitutions, on a un système qui est plus équilibré, qui est beaucoup plus robuste. On parlait de robustesse en introduction, de robustesse, d'autonomie. Là, vous avez un sol qui est plus robuste, plus autonome, avec un pool d'azote minéralisable. Alors, je suis passé assez vite, mais là, on est sur un pool d'azote minéralisable à peu près de 110 kg sur les 4 à 6 mois à venir. Ici, on était sur un sol qui était à 80 kg. Donc, vous avez tous les compartiments qui se sont remplis. Alors, on s'est pas arrêté là, parce que quand vous regardez, on a discuté avec l'agriculteur, on a quelque chose d'assez robuste, quelque chose de cohérent. Donc, en gros, voilà, c'est un passage après 10 ans de culture industrielle. Et en discutant avec l'agriculteur, vous voyez qu'ici, je dirais le point faible, c'est finalement cette matière organique libre qui est un peu faible. Voilà. On est quelque chose qui remplit un peu moins le cercle. Donc, c'est bien, mais c'est un peu juste. En fait, c'est un petit peu le paradoxe, mais c'est la logique de ces sols vivants. En fait, des sols vivants, c'est des sols gourmands qui consomment beaucoup de matière organique. Et donc, finalement, c'est très difficile de les maintenir. Il faut ramener sans cesse. Et en discutant avec l'agriculteur,
Je lui ai dit, bon, bah, s'il y avait quelque chose à faire, parce que c'est notre rôle aussi de conseiller, il faudrait essayer de trouver des matières, parce que là, en gros, en termes de couvert, en termes de rotation, on peut pas faire grand-chose. C'est d'essayer éventuellement de ramener de la matière, plutôt de la matière végétale. Et sous la main, il avait du BRF, du bois raméal fragmenté. Donc, il a ramené 6 tonnes de BRF. Et puis, on a fait des mesures, à nouveau, ce même type de mesures, après l'apport de BRF et 5 ans après ça. Donc, on est 15 ans, en gros, après le bascule. Et donc, regardez, l'étape d'après, c'est ça. Et donc, on a encore progressé. Et du coup, là, ça commence à être... Alors, c'était déjà intéressant avant. Alors, sur le volet droit, on plafonne. Bon, on a quand même augmenté encore la partie minéralisation, où là, on est à plus de 160 unités, enfin, près de 160 unités. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, nous, c'est ce compartiment de hémolyte, parce que ça, c'est la réserve d'énergie et de nourriture, on va dire, dans les 5-10 prochaines années. Donc, c'est bien de l'avoir rempli, parce que ça veut dire que s'il rate un couvert, parce que je traduis en termes d'action, tant qu'on est sur des systèmes, je réussis mes céréales, je réussis mes couverts, je ramène, il n'y a pas de souci. Mais si on commence à rater un couvert dans un système comme ça, cette biomasse, elle consomme. C'est des troupeaux de vaches que vous avez sous le sol. Donc ça va consommer, et donc ça va affaiblir le sol. Alors c'est pas une année, hein, mais si ça se répète un petit peu, puis vous le savez, on est un petit peu sur des accidents, c'est un peu compliqué là. L'agriculture est compliquée, les couverts, la gestion des couverts. Donc là, ça lui a permis un petit peu de remplir, d'avoir un pouvoir tampon un petit peu plus élevé au niveau de la hémo libre, et donc un petit peu d'améliorer son système. Voilà, et l'objectif, ça va être un petit peu ça, c'est-à-dire que là, on est sur des systèmes, par rapport au type de sol, la puissance du sol, la texture, on est dans des systèmes qui saturent là maintenant, donc il faut l'entretenir, le maintenir à ce niveau-là, et ce qui fait, c'est déjà très bien. Donc pour terminer, je pense que je suis dans les temps, pour conclure, ce que j'aimerais qu'on retienne un petit peu de ça, je pense que vous avez compris, pour moi, s'il y a une chose à retenir, c'est la matière organique égale énergie. Voilà. Si vous avez de l'énergie, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez transformer votre sol, l'améliorer. Si vous n'avez pas d'énergie, ça va un petit peu peiner. Donc la matière organique, c'est beaucoup de choses. La matière organique, mais avant tout, c'est de l'énergie. En termes de fonction ou autre, vous avez compris, il n'y a pas une matière organique. On parle toujours de la matière organique, et moi le premier, on parle de la matière organique, mais dans le sol, il y a des matières organiques qui ont des fonctions différentes, des fonctions complémentaires, et c'est pas parce qu'on a une bonne teneur en matière organique qu'on a toutes les fonctions qui sont assurées. Voilà. Si on a une bonne teneur, c'est très bien, on a un capital assuré, mais est-ce que le flux est assuré? Il va falloir le vérifier. Donc dans les fonctions, on a vu l'énergie. La nourriture, j'en ai parlé, c'est toujours l'idée quand même, on nourrit d'abord le sol, la vie du sol. Alors, une parenthèse, la vie du sol a besoin d'abord de carbone. Si on donne du carbone à la vie du sol, elle va être capable d'aller chercher du phosphore, de l'azote. Elle ira casser la matière humifiée. Voilà, c'est le priming effect, ce qu'on appelle le priming effect. On va aller chercher le phosphore, le soufre. Il va falloir ce qu'il faut. Et puis, dans un second temps, on va libérer des éléments pour la culture. Il faut toujours avoir en tête que d'abord, c'est le sol qui se nourrit, c'est un compétiteur, c'est pour ça qu'on a des fins d'azote de temps en temps, et ensuite, je dirais, l'excédent de nourriture va partir vers la culture. La matière organique, c'est quelque chose de vivant. Il y a une petite fraction, alors la matière organique vivante, c'est 3 à 4%. 3% de la matière organique totale, c'est rien. Quantitativement, c'est rien. Qualitativement, ça fait tout. Donc, il faut s'assurer que cette matière organique vivante se maintienne. Alors, il y avait une belle photo de vers de terre. Effectivement, le ver de terre, c'est un petit peu le fer de lance. Mais ces bactéries, ces champignons qui sont invisibles, il va falloir entretenir. Il faut entretenir un petit peu la structure. C'est ça qui va quand même nous aider aussi, au-delà de l'énergie, à faire fonctionner tout ça. Et puis, la matière organique stabilisée, la matière humifiée, j'en parle pas parce que ça, tout le monde en parle. C'est très important, c'est le capital. Donc, c'est très bien d'avoir un gros capital, une bonne maison, une bonne charpente, mais il faut toujours penser au côté, on va dire, plus labile, plus énergétique. Et pour terminer, pour introduire un petit peu le sujet suivant, la matière organique, pour moi, c'est quand même, et je pense que vous l'avez compris, c'est au carrefour de la vie, carrefour de la vie, des sols. Et quelque part, en tout cas, c'est là-dessus qu'on s'est lancé et développé au niveau de Célestar. C'est le pilotage des matières organiques. Si on pilote la matière organique, on pilote la vie des sols. Et puis, ça va participer, c'est une clé de voûte de la régénération. Je vous remercie de votre attention. Je sais pas, je crois qu'il y a un temps pour les questions, parce qu'on est un petit peu en retard peut-être, non?
Bon, sur les bulles que vous montriez à la fin, on voit que la MO totale, la MO liée, pardon, elle évolue pas mal entre les systèmes. Pourtant, vous disiez avant que c'était un pattern de 50 ans. Comment est-ce que vous expliquez que votre modèle, enfin vos AS finalement, elles réagissent autant En fait, c'est l'âge moyen qui est de 50 ans. Mais comme toujours, en fait, il y a des flux plus ou moins continus. Donc, en fait, quand on perd, ça va se perdre. En gros, c'est des demi-vies de 50 ans. Donc, ça veut dire quand on regarde ici, il y a des matières organiques. En moyenne, c'est un âge moyen de 50 ans. Dedans, il y a des matières organiques qui ont 1000 ans, 2000 ans. Tout sont des charbons. Et puis, il y a des matières organiques jeunes. Je vous ai dit à un moment donné, on sait maintenant que la matière organique humifiée vient des corps microbiens. Les corps microbiens, c'est pas, voilà. Donc, en fait, il y a une dynamique globale. On pense, voilà, ça se minéralise en gros dans les modèles, ça se minéralise à 2% par an. Ça fait 50 ans en moyenne. Mais, en fait, derrière, on peut accélérer certains phénomènes. C'est tout. Voilà. C'est ça ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'effectivement, on voit des fluctuations beaucoup plus rapides que 50 ans. Sinon, ça serait un petit peu triste. Mais, voilà. C'est ça l'ambiguïté qu'il peut avoir. Dans notre système, dans votre exemple, vous n'avez plus exactement les vecteurs, ça c'est très bien. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que vous prenez deux systèmes de culture différents. Vous ne pouvez pas comparer les systèmes de culture différents. Ils prennent un système céréalier et un système culture industrielle. Pourquoi vous n'avez pas comparé le culture industriel avait découvert tous les 4 ans, je l'ai trouvé au compagnie, et un système industriel avec du monoculture, du couvert tous les ans, l'ajout de matière organique, ça va. Bon, ça, c'est un choix parce qu'effectivement, parce que c'était les mêmes types de sols et vous faire comprendre que, d'une part, bah, effectivement, on le sait qu'il y a des systèmes qui sont plus agressifs que d'autres. Mais, en fait, l'idée, c'était de montrer qu'on pouvait quand même, entre guillemets, restaurer. On parle de restauration. C'est que quand on bascule d'un système à un autre, on peut régénérer. Maintenant, effectivement, si j'avais un petit peu plus de temps, et si vous venez dans nos formations, on peut faire des choses. J'ai des systèmes en culture industrielle avec de l'élevage, donc avec des restitutions de fumier, etc. On a des systèmes, effectivement, en culture industrielle où les gens essayent de faire des non-labos quand ils peuvent sur les blés ou autres. Donc, il y a un mix infini. Là, j'ai pris quelque chose d'un peu caricatural. Par contre, c'était vraiment le même type de sol, ça c'est très important, le même climat, et puis vraiment un basculement. C'est-à-dire que c'était vraiment l'idée de dire, bah voilà, les choses se régénèrent. Là, j'ai pris des systèmes où, voilà, sur l'échelle de 10 ans, on a vu. J'ai pas le point de départ. Hein, j'aurais bien voulu avoir le point de départ des 2 parcelles. Donc, c'est un faux témoin. Mais en fait, là, voilà, je voulais montrer cette possibilité-là, et puis de pousser en disant que même ce système-là, bah, sur 5 ans, on le voit encore bouger. Parce que finalement, c'est quand même ma dernière diapositive, le plus 5 ans, c'est le même système avec du BRF où on a continué le non-labour, on a continué les couverts et on améliore encore le système. Mais effectivement, j'aurais pu faire des choses peut-être un petit peu plus fines. Oui. Et moi, juste ainsi, il y a possible par vos analyses de modéliser, c'est-à-dire on part d'une situation à un instant T, où on a par exemple 1,5% de matière organique, et on se dit, voilà, si à 10 ans, on voulait être à 30% de matière organique, combien je dois amener de tonnes de carbone, par exemple, en fonction de la texture de ce sol, pour arriver à du cas. Ça, c'est des choses pour nous. Alors, c'est de modéliser comme ça. C'est pas nos analyses qui le font. Vous avez un modèle qui s'appelle AMG, qui le fait très bien, parce que là, on raisonne en matière organique totale. Donc, en fait, quand on raisonne en matière organique totale, il y a des modèles qui le font. Nous, en fait, là-dedans, on n'est pas sur l'aspect modélisation, on est l'aspect sur diagnostic, compréhension. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on ramène quelque chose? En fait, le modèle vous dit, bah, vous faites comme ça, dans 10 ans, vous aurez ça. Et nous, notre position, c'est de dire, bah, ok, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe? Quels sont les flux d'azote? Qu'est-ce qui se passe en intermédiaire? Donc, on va pas modéliser. Maintenant, on essaye, quand on repart du modèle AMG, dans le modèle AMG, il y a quelque chose d'arbitraire, c'est qu'en fait, on a séparé la matière organique totale en actif et en stable. Donc, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus en disant, mais est-ce qu'on peut affiner? Est-ce que des outils comme le fractionnement, est-ce qu'il y a d'autres outils qui existent, permettent de mieux, entre guillemets, affiner cette dynamique et savoir ce qui est la partie active? C'est ça qui nous intéresse. C'est que je ne suis pas de temps en disant qu'est-ce qui est actif, qu'est-ce qui n'est pas actif. La notion d'actif, la notion de labile et tout ça, il faut toujours le contextualiser. Parce qu'en fonction, quand vous travaillez avec certains chercheurs, la notion d'actif, c'est 20-30 ans. Voilà, donc il faut toujours contextualiser.
Mais en tout cas, nous, on se positionne pas sur la modélisation. On cherche plutôt un petit peu de faire le lien, on va dire, presque au jour le jour entre les pratiques et la réaction du sol. Oui. Comment vous avez défini pour les différents paramètres la limite de normalité, on va dire? Elle est au-dessus, c'est pas bien, ça. C'est ce que j'ai dit à un moment, c'est les statistiques, quand je parlais de normalité, en fait, c'est vraiment des statistiques de positionnement. En fait, on a des histogrammes de fréquence, on travaille avec la médiane, et on encadre la médiane. Nous, en pratique, on fait 7 classes. À partir des groupes, on fait 7 groupes. Donc, on a la médiane. En gros, quand on encadre la médiane, c'est le normal. Et quand on va être plus bas ou plus haut, on va être un peu faible, un peu fort. C'est vraiment un positionnement. Ce n'est pas fonctionnel. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est normal qu'on est bien. Il y a un abus de langage. Après, on confronte. Alors, si vous voulez, quand on fait notre métier, c'est de porter un diagnostic, on utilise beaucoup la feuille de renseignement et l'avis de l'agriculteur. C'est-à-dire, en fait, quand on interprète, il y a la première approche, vous êtes normal. Si l'agriculteur me dit, ça pousse pas, c'est lui qui a raison et c'est la plante qui a raison. Et donc, il va falloir retrouver dans les indicateurs, mais je passais vite, mais dans les indicateurs, il y en a qui réagissent, par exemple, à la compaction. La biomasse microbienne est sensible à la compaction. Donc là-dedans, il y a un moment, il y a un truc qui va décrocher. On va avoir du normal sur le capital, mais derrière, sur le flux, ce sera pas normal. Et à quel point, du coup, vous avez essayé de localiser ces statistiques? Parce que j'imagine, après, souvent, un sol de cheval méditerranéen, ou voire même des sols tropicaux, j'imagine qu'on monte plus dans les mêmes... Non, complètement. Alors, il y a des grandes tendances qu'on retrouve. C'est les notions de stockage, etc. Voilà, on retrouve toujours. Après, il y a toujours des effets terroirs. Donc après, ça va être... Alors, les effets terroirs, on les travaille beaucoup en viticulture. Parce qu'effectivement, en vigne, on est vraiment dans des notions de terroir. Et donc là, effectivement, on peut rendre un résultat... En fait, on rend des résultats sous 2 niveaux. On a un niveau national de positionnement. Et éventuellement, quand on a assez de données, parce qu'il faut avoir assez de données en local, c'est-à-dire le même type de sol, en tout cas le même type de texture, et on peut repositionner sur un local. Il y en a des écarts. La plupart du temps, si on est en grande culture, on reste sur une échelle nationale, sauf dans certaines régions où on descend au niveau local pour comparer en gros un effet, voilà, les types de sols voisins dans un climat voisin. C'est quand même, je dirais, c'est secondaire. Quand on regarde un petit peu le classement, premier, c'est la texture qui compte. Qu'on soit sous les tropiques ou qu'on soit au système tempéré, c'est quand même la texture. Ensuite, ça va être effectivement le climat, enfin la température, qui va être liée. Donc là, effectivement, avec les tropiques, ça change. Mais pour avoir travaillé en zone subtropicale, ils ont quand même des argiles, des choses phénoménales, qui fait que on a des teneurs en matière organique qui sont très élevées, dans certains systèmes aussi. Et puis des productions qui sont plus élevées, parce que là, quand on va en subtropical, on a 2 fois plus de production de biomasse. Donc, il y a une espèce de compensation qui se fait, qui font qu'on n'a pas des choses aussi tranchées. Il y a quand même des choses différentes, mais c'est pas aussi tranché. Bon. Alors, une question. Quel est le pH idéal pour une dynamique positive au niveau de l'évolution de la matière organique? Le pH idéal. Alors, c'est pas une vision très écologique, ça. Il faut travailler avec son pH. Mais bon, en fait, globalement, dans le monde agricole, je parle de l'agriculture, on reste dans des systèmes qui sont très bactériens. Donc, les bactéries, c'est au-dessus de 6,5. Voilà. Quand on est au-dessus de 6,5, par contre, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup, on est dans zone calcaire. Un pH de 8,5, ça gêne pas les bactéries. Voilà, c'est en dessous de 6,5. Alors, 6,5 à 6, on est dans des systèmes, voilà, ça va à peu près. Puis en dessous de 6, là, effectivement, on va limiter pas mal de fonctions. La nitrification, qui est très dépendante des bactéries, va être limitante. Donc, on va avoir l'azote ammoniacal qui s'accumule. Voilà, il y a des petites fonctions comme ça qui vont dysfonctionner et qui sont pas à l'optimum. Maintenant, il y a quand même des microflores qui sont adaptées. C'est-à-dire quand on a des terroirs, on parlait d'effet terroir, on a des microflores qui sont adaptés, qui sont quand même à l'optimum des conditions à chaque fois.